Donc c'est parti pour cette session de l'après-midi de la troisième édition des journées de la journée TUMO Orientation. Et donc je reçois Nicolas Vie, ingénieur constructeur de décors. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc cette fois-ci on reste dans l'IRL, hein, c'est-à-dire dans la real life, hein, même voilà, si le terme est un petit peu peut porter à confusion, avec la maîtrise de savoir-faire, hein, de savoir-faire concret, mais qui aussi font bien souvent appel en amont à des connaissances de conception virtuelle, numérique, avant de pouvoir passer à la construction de décors elles-mêmes. Vous avez d'abord été électricien éclairagiste, pardon. C'est ça. Vous occupez aujourd'hui le poste de chef de projet au sein de l'atelier Devino, qui fabrique notamment des décors pour les défilés haute couture de Chanel ou Hermès et bien d'autres stylistes. Vous êtes actuellement constructeur de décors pour la mode, le théâtre et les concerts. Tandis qu'à 24 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure off the record, mais maintenant c'est enregistré, vous avez aussi été cofondateur d'un café-concert. Oui, donc aujourd'hui, moi, je travaille au sein des ateliers de Devino. Donc, c'est un grand atelier de fabrication de décors qui est vers le Bourget, donc juste à côté de Paris. J'ai le poste de chef de projet, c'est-à-dire que je suis en charge de la réalisation d'un décor à partir de sa prise en charge. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre client, le point d'entrée, on va dire, d'un projet, ça va être un concept, une maquette qui est livrée ou présentée par un scénographe, par un directeur artistique. Et cette maquette, ça va être soit une maquette réelle, tangible, une vraie maquette à une échelle au 10e ou au 33e, soit soit des maquettes numériques. Et nous, notre métier, c'est vraiment de rendre réelle cette maquette, donc d'agrandir la maquette. Et c'est dans la définition de ce projet visuel qu'on va, euh, qu'on va découvrir les contraintes et qu'on va pouvoir du coup faire vivre et évoluer le projet et la maquette pour le rendre réel. En gros, pardon. Est-ce qu'il y a des normes comme dans l'architecture? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, les gens pour lesquels vous travaillez peuvent avoir un peu leur propre normes comment dire je ne sais pas comment bien poser cette question, mais est-ce que c'est très normé ou est-ce que c'est à vous aussi de savoir interpréter, par exemple, une conception numérique Alors, pour pouvoir la réaliser en c'est très décor? cadré parce que souvent, du coup, c'est des décors qui sont exploités dans des établissements recevant du public. Donc, il y a des contraintes de classement au feu, il y a des contraintes de législatifs et il y a aussi des contraintes mécaniques, dans le sens où quand on va faire une scène qui doit être praticable pour plein de gens, si elle est mal dimensionnée, si elle ne respecte pas des normes, ben, il peut y avoir des drames. Donc oui, c'est un métier qui est très normé, des normes de construction et des normes après relatifs aux établissements recevant du public, comme ici, où il y a des classements au feu différents et des Parce unités de passage, par exemple, des nombres de sorties de secours, même dans des décors. Parce qu'en en termes de responsabilité, donc c'est vous, in fine, qui livrez le décor et c'est vous qui êtes responsable de sa tenue de route, en fait. Quand on dimensionne un décor, il doit tenir et le public qui est dessus ou les comédiens qui sont dessus. Par exemple, là, on fait un décor pour le festival d'Avignon qui joue en extérieur, du coup, il y a des contraintes de prise au vent pour les décors. Donc oui, il y a tout un ensemble de règles et de manières de procéder oui, qui sont normées. Et toutes ces règles, comment vous les apprenez? Parce que en fait, ces règles aussi, elles sont renouvelées tout le temps, hein, au fur et à mesure des lois, peut-être, ou- Après, il y a des cahiers, il y a des cahiers qui renvoient du coup à des textes de loi. Et puis après, il y a aussi les règles de l'art où on connaît du coup les manières de faire. Et puis après, il y a des directions techniques aussi qui imposent des critères. Mais ça fait partie des critères du coup où nous, quand on récupère un projet, il faut qu'on le fasse rentrer dans un planning, dans des moyens de transport, dans des normes, dans des budgets. Donc notre métier, c'est d'essayer de pervertir le moins possible le concept visuel pour le rendre réel avec du coup toutes ces contraintes. Et les contraintes normatives en font partie. donc c'est encore un métier qui demande énormément de compétences très, Je crois que la très larges. compétence principale, c'est de savoir où s'arrêtent nos compétences. D'accord. Pour savoir, de dire non, en fait là, je pense savoir, mais en fait je sais pas. Du coup, il faut que j'aille voir soit
à quelqu'un qui sait, soit, soit chercher plus pour essayer Et de par rendre. exemple, un bureau d'études, vous faites appel à des bureaux d'études ou vous avez un bureau d'études intégré chez Devino? Eh ben, je vais le récit d'un projet, il y a ça qui est Vous allez abordé. nous expliquer tout Sinon, je ça. vais perdre le fil parce que je ne suis pas présentateur. Donc, en gros, nous, pour lequel je travaille aujourd'hui, donc on fait beaucoup de défilés de mode, donc essentiellement les défilés Chanel. On a aussi toute une partie du coup des vitrines de la même marque, qui est le fait de décliner un peu le concept visuel qui est développé pour le défilé, mais dans les vitrines de magasins, où c'est un métier qui est, mine de rien, très précis, parce qu'on fait de l'agencement pour du luxe et de l'ultra luxe, donc il doit être vu très près, dans des conditions de montage qui sont de nuit, qui sont avec des accès complexes. Donc c'est une grosse partie de l'activité, ça a l'air Oui, oui, beaucoup je plus n'osais plus vous complexe. couper, mais je me souviens qu'on a discuté de ça et c'était assez passionnant parce qu'effectivement, on s'imagine peut-être à tort que bon, un défilé, c'est du temps réel, c'est dans des milieux prestigieux, il y a du public, il y a des mannequins, etc. C'est dans une unité de temps, le théâtre aussi, et que donc voilà, il y a des contraintes, une grosse pression, il y a aussi un peu des people, c'est un milieu qui est un petit peu starifié, peut-être un peu trop d'ailleurs, et que bon, la vitrine, ma foi, c'est peut-être un peu plus banalisé. Et en fait, en discutant avec vous pour préparer cette table ronde hier, je me suis rendu compte que, enfin, vous m'avez appris, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, effectivement, d'appuyer un petit peu là, que bah non, la vitrine, déjà, c'est une grande partie du travail, et que la vitrine, c'est important, parce qu'en fait, vous travaillez pendant que des gens sont aussi un peu sur place, ou vous travaillez la nuit, comment ça se passe? On fait des montages de nuit pour que les looks soient installés à l'aube avant que les clients viennent. Moi, avant de travailler pour les ateliers, je savais pas qu'il y avait des décors dans les vitrines de magasins. Je pensais que c'était tout le temps. Et puis, voilà. J'avais jamais fait attention que c'était renouvelé, parce qu'en général, c'est tellement bien fait qu'on pense que c'est de la vie du magasin, quoi. Mais voilà. Alors qu'en fait, c'est vraiment un métier à part entière. Et puis ça change tous les 2 mois, quoi, en fait. Mm. Tous les 2 mois pour la marque, du coup. Chanel, c'est tous les 2 mois où il y a les vitrines qui sont renouvelées. Et pour toutes les marques un petit peu comme ça, c'est-à-dire elles s'obligent les unes les autres aussi à avoir ce renouvellement ou... Bah, je pense que là, on parle de marques qui ont des moyens assez confortables pour pouvoir engendrer des nouveaux décors assez régulièrement, quoi. Là, pour expliquer un peu le, le métier, je suis parti d'un défilé qui était assez cool. C'était au Grand Palais. Donc, c'était à l'époque où le directeur artistique de Chanel, c'était Karl Lagerfeld, et il avait voulu qu'on fasse une fusée dans le Grand Palais qui décolle. Concrètement, c'est-à-dire qu'il y a un scénographe qui s'appelle Stéphane Lubrina qui, avec son studio, a créé une maquette. Donc le visuel qu'on voit là, c'est une maquette qui faisait 2 mètres de long, quoi. Et c'est le point d'entrée c'est le point d'entrée d'un projet où on a fini par le réaliser. Puis il y a des vidéos en ligne où en fait il y a toute la partie basse, là où il y a le logo qui décolle pour de faux, qui monte avec des gros effets de, de fumée, d'effets spéciaux, et ça marchait assez bien, c'était assez Ouais, donc, rigolo. vous avez fait Cap Canaveral au Grand Palais avant que celui-ci ferme d'ailleurs. Ben, pour travaux, non, c'est le Grand Palais éphémère, mais du coup c'était un défilé qui était assez chouette. Dans quelle année ça justement? Ben, c'était du coup mars 2017. D'accord. Ah oui, c'est indiqué là. Euh, les défilés de mode, c'est très spécifique, c'est des élections très courtes, c'est entre le moment où on a la maquette et le moment où on doit monter le défilé, il y a quasiment 1 mois et demi. Enfin, ça va très vite, c'est-à-dire que puis on est sur des très gros volumes. Donc ça veut dire qu'il faut arriver très vite à trouver une idée, à trouver des matériaux, à trouver des gens pour arriver du coup à livrer une prestation qui doit être impeccable, qui dure un quart d'heure. Donc on peut pas la livrer, quelques heures ou quelques minutes en retard. Donc c'est assez stimulant et c'est des très gros volumes. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine, une trentaine de semi-remorques d'éléments de décor qui sont fabriqués à façon, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est des éléments qui sont dessinés, conçus, réalisés pour un événement, quoi. C'est quasiment toujours des prototypes, des choses qu'on va faire une seule fois, quoi. Et votre, excusez-moi de vous couper encore, Nicolas, mais et votre, parce que tout ça est passionnant, et votre interlocuteur au sein de la marque, c'est qui? C'est le directeur artistique, c'est qui? Alors, le directeur artistique, il va travailler en général avec un scénographe. Mm. Un scénographe, c'est quelqu'un qui va du coup avoir une vision de l'espace et qui va créer du coup un décor pour un espace avec des compétences techniques aussi. C'est-à-dire qu'il va faire un mélange entre une dramaturgie,
un espace et composer avec ces deux entités pour arriver du coup à créer un décor sous forme du coup de maquette ou qui va devoir après faire vivre, enfin, essayer de créer un espace, de créer un moment, quoi. C'est ça le job d'un scénographe. Et après, de transiger avec la réalité. Donc, transiger avec le constructeur de décor pour arriver à. C'est-à-dire avec vous, Avec nous. directement, avec l'atelier de Vino et vous, justement, au sein de cet atelier. Moi, du coup, je travaille du coup en bureau d'études, c'est-à-dire qu'en fait, on suit le projet donc de la maquette jusqu'à la livraison, quoi, et même jusqu'au montage. Donc, c'est-à-dire, c'est dans un premier temps, c'est évaluer si s'il y a un budget qui permet de réaliser tous les événements, si en fonction un décor qui va se monter à Paris et qui va circuler que dans un seul camion, ou un décor d'opéra qui va tourner dans des conteneurs, ou un décor d'une petite compagnie qui va devoir tourner dans un camion de un 20 mètres cubes, ou même sur le toit d'une voiture, ça va pas être la même contrainte. Donc, c'est-à-dire, c'est essayer de faire le cahier des charges de toutes les contraintes pour arriver du coup à faire après à livrer un décor qui tient compte de toutes ces contraintes. Et pour qu'on comprenne bien, par exemple, quand vous avez positionné cette fusée et tout ce scénario, en fait, dans le Grand Palais en 2017, vous aviez aussi en aval comme interlocuteur, par exemple, les gens du Grand Palais, de la technique, Bah, pour savoir. il y a énormément, C'est vous qui énormément de gérez ça personnes. aussi? Donc déjà, moi, enfin l'atelier, hein, c'est-à-dire que Mmh. moi je m'occupais d'une partie infime sur ce défilé, je m'occupais juste de la fumée et d'une partie des effets spéciaux pour le décollage. C'est-à-dire qu'on travaille du coup tout le bureau d'études de l'atelier, donc c'est-à-dire qu'il y a quasiment une dizaine de personnes qui travaillent sur le projet, parce que vu que ça va très très vite, Oui, il faut beaucoup de gens il faut beaucoup de dans gens. un petit espace-temps, en fait, pour. C'est ça. Et après, du coup, on travaille avec le Grand Palais pour toutes les conditions de sécurité. On travaille avec, enfin, il y a des gens qui sont dédiés à faire que de la logistique, pour savoir quelle entreprise va stocker, va occuper telle aile du Grand Palais pour positionner leurs matériaux de travail. Après, il y avait des grues énormes pour monter le haut du Grand Palais, enfin, pour monter le haut de la fusée. Et donc, c'est comment cette grue va pouvoir s'installer alors qu'on a déjà installé les gradins. Alors que, enfin, il y a tout comme un film pour la première intervenante où on va faire un storyboard de l'installation, étape 1, étape 2, étape 3, pour arriver à la fin, dans un délai de 2 jours, à monter quelque chose qu'on n'aura jamais monté ailleurs. À chaque fois, c'est des one-shots. Ah oui, c'est ça, et qu'on comprenne bien, donc c'est bien le cabinet, le studio, pardon, de Vino qui gère tout ça. C'est-à-dire que. Eh ben, on travaille là pour les défilés Chanel. Il y a une entreprise qui s'appelle la Villa Eugénie qui va gérer toute la logistique, donc c'est-à-dire toute la Ah, synchronisation voilà. de aussi bien de la nourriture pour les mannequins, pour les staffs techniques, que le fait d'avoir des places de parking pour garer les poids lourds, le fait de dire 25 ou 30 semi-remorques qui doivent livrer des éléments de décor. Ben, en fait, ça rentre pas tout en même temps, donc il faut qu'il y ait vraiment un planning. Enfin, c'est vraiment un balai. Donc non, tout est dessiné, prévu, anticipé pour essayer et même pour réussir à faire que ça passe, quoi. Après, nous, on est une petite structure, c'est-à-dire qu'on est moins d'une trentaine de permanents, avec un gros pôle bureau d'études, avec beaucoup de métiers en interne. Donc, on a 7000 mètres carrés de locaux, et on a plein de métiers vraiment tangibles. Donc, on a des menuisiers constructeurs qui travaillent le bois. On a des serruriers qui vont travailler tout ce qui est acier, métal, donc soudure, débit, confection de parties mécaniques. Après, on a toute une partie de peintres, décorateurs, sculpteurs, composites, donc des gens qui vont travailler des résines, qui vont travailler du moulage. Par exemple, si on a je sais pas, des éléments de ferronnerie à faire, ben on va en sculpter une, puis après on va faire des moules, et puis après on va faire des tirages, et puis donc c'est vraiment des métiers qui sont du tangible, et c'est absolument inimaginable comme complexité chaque métier. C'est-à-dire aussi bien le scénographe, quand il va nous rencontrer avec sa maquette, on va faire évoluer et redéfinir son projet en fonction des contraintes qu'on va découvrir au fil de l'eau. Et autant moi, en tant que voilà, dessinateur, chef de projet qui va être entre le client et la matière, ben, à chaque matériau et matière qu'on va utiliser, ben, on rencontre un métier dans lequel on découvre des contraintes, dans lequel on découvre des spécificités, dans lequel on découvre un savoir-faire, et c'est génial. C'est infini de savoir et de détails et de gestes.
d'interaction, de transmission, d'aller-retour, de dialogue avec tous ces métiers-là. Tout est complexe, c'est-à-dire que faire un rectangle en acier qui soit parfaitement rectangulaire, en fait, on peut pas le deviner, quoi. C'est extraordinairement complexe et c'est des beaux gestes et c'est vraiment de savoir-faire. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve fabuleux, c'est le geste. Le geste est vraiment faire, c'est apprendre et plein de petits gestes qu'il faut pratiquer pour maîtriser et découvrir, quoi. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'artisanat d'art, parce que ce que vous m'expliquiez, c'est que justement, à part peut-être dans les vitrines, mais les choses se voient quand même de loin, donc on peut faire un peu d'effet spécial, mais on est quand même dans des métiers très liés à la haute couture, donc à l'art, à l'artisanat d'art, donc il faut quand même être aussi très précis On est dans de l'artisanat pur, c'est-à-dire que faut imaginer que si on fait une toile qui va être vue à 25 mètres et une toile qui va être vue à 5 cm, il faut pas y mettre la même énergie. Parce que sinon, soit le détail se voit pas, soit il est pas au bon endroit, quoi. Donc avoir ce regard, cette expérience, cette expertise pour savoir mettre juste ce qu'il faut, c'est là où l'expérience est indispensable pour pouvoir livrer des grands projets très vite, de mettre juste la matière qu'il faut pour que ça tienne, avec des coefficients de sécurité, hein. De mettre juste des finitions qui se voient mais pas trop, parce que sinon les projets dans des temps aussi contraints ou absurdes ne sortiraient pas, quoi. Oui, ils sont pas faisables. Et puis aussi, il faut pas se rater au niveau du devis dans ce cas-là. Parce que ce sont des matériaux qui coûtent cher, le temps, homme ou femme d'ailleurs, coûte cher. Et donc, j'imagine que si on n'évalue pas très bien le temps qu'il faut pour pouvoir faire telle ferronnerie, ou eh bien, si on double le temps, on double les coûts. Enfin, comment vous affinez tout ça, justement? C'est l'expérience encore qui parle, là? Le devis et le chiffrage, c'est à chaque fois des prototypes, mais du coup énormes. Là, on est dans de l'artisanat d'art, quoi. Oui. Moi, je fais de plus en plus de chiffrage, mais c'est tellement dur de savoir comment, d'imaginer faut à chaque fois imaginer le temps que ça va prendre. Mais oui, bien Et sûr. donc, imaginer le temps que ça va prendre, en fait, c'est pas imaginer quand on fait que la fonction, c'est le fait d'amener la matière, de la poser, de créer l'espace de travail, De préparer. enfin, tout ce travail-là. Et c'est là où moi j'aime beaucoup, parce que du coup, c'est passer de la métavision au spécifique pour essayer de comprendre comment les choses vont pouvoir se faire et s'orchestrer, quoi. Et ça arrive qu'on se plante sur un devis et que finalement, on n'a pas margé à la fin d'un énorme projet pour Chanel ou pour Hermès. Ben oui, mais après, vu qu'on travaille en bonne intelligence, personne n'a d'intérêt à ce qu'aucune des Des structures parties. arrête. Enfin, Mm. on est trop spécifique. C'est-à-dire que Oui. personne va dire ah, j'ai fait un bon coup, mais l'entreprise n'existe plus. Non. Donc on est plutôt dans. Donc vous êtes solidaire en fait quelque part, voilà. Oui, et puis le cahier des charges est tellement flou qu'à des moments de dire ben là ça passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, est-ce que je peux encore vous tirer une petite question sur le budget de, de ce défilé Chanel, avoir une idée à peu près du montant de ce qu'a coûté ce défilé. Alors peut-être pas la logistique, les frais, mais pour un atelier comme le vôtre, ou tout simplement combien ça représentait finalement de temps de travail je sais plus, de temps. je sais plus le prix du défilé avec la fusée, parce qu'en plus j'avais pas Le du tout projet Grand participé au Palais en chiffrage. 2017. Mais un défilé, on va être autour d'1 million pour la partie décor. Mais Oui, quand on tape dans des marques comme ça en haute couture, c'est à peu près ce qu'il faut. Voilà, c'est à peu près les budgets qui se font, on va dire. mais ça va dépendre après des concepts. Bien sûr. Mais là, depuis que c'est plus Karl Lagerfeld, mais Virginie Viard qui a repris, les décors sont beaucoup plus petits. Il y a d'autres volontés, donc c'est-à-dire que les choses évoluent, quoi. Mais oui, on est dans ces échelles-là. Et est-ce qu'il y a justement une volonté un peu plus, on dirait sustainable en anglais, mais plus éco-consciente? Parce que c'est aussi beaucoup de gâchis. On en a parlé un petit peu avec Ninon Canal tout à l'heure.
tout à l'heure de toutes ces pertes qu'il peut y avoir à l'hôpital et dans le milieu de la robotique, mais dans le milieu du défilé, de l'événementiel, il y a aussi beaucoup, beaucoup de pertes. Et est-ce qu'on commence à faire un peu de récupération des matériaux? Alors, faire du durable pour des décors qui durent un quart d'heure, on est sur une vision de l'esprit, quoi. Alors peut-être pas du durable, mais du Mais recyclable. par contre, il y a une démarche qui est apparue depuis 3 ans et dont Chanel essaye Faire de lance un peu. de faire de lance, c'est l'idée de zéro plastique. Voilà, sur les vitrines et à essayer déjà dans le premier temps de chiffrer et de quantifier Mm, mm. les matériaux et toutes les énergies qui sont consacrées à des défilés pour essayer après de les faire baisser. Mais après, du coup, c'est tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle la démarche RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais après, vu que c'est une démarche qui est propre à chaque entreprise, c'est un peu jugé parti, c'est-à-dire que c'est chacun qui définit quel est son cahier des charges. Mais en tout cas, c'est vrai que de plus en plus, et maintenant de manière quasiment obligatoire, la question de quel impact de prendre quel produit est un critère supplémentaire. Et j'imagine aussi, vous, quand vous faites travailler des peintres, etc., c'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez plus leur faire prendre n'importe quelle peinture. Alors après, du coup, là, on est encore dans la responsabilité sociétale des entreprises, dans le sens dans quelle mesure l'activité salariale va essayer de nuire le moins possible à un être humain. Mais ça, du coup, nous, on a un atelier qui a une culture de théâtre à la base. Et donc, c'est-à-dire que de faire en sorte que les gens travaillent bien, avec des bons outils, c'est dans la philosophie de l'atelier depuis le début. Donc, c'est-à-dire qu'on a des très bons outils, on essaye de protéger au maximum pour, nuire le moins possible. On a changé là, tout le système d'aspiration pour tous les outils à bois pour essayer de minimiser les poussières. On a un centre d'usinage, donc c'est un robot 5 axes qui vient découper des panneaux de bois sur lequel on a installé du coup des outils à ventouse pour pouvoir porter les panneaux de bois pour éviter du coup la manipulation des charges lourdes. On essaye quand on dessine les éléments aussi de dire bah tiens cet élément il va être portable par combien de personnes? Est-ce qu'il est portable par 2 personnes? Est-ce qu'il est portable par 4 personnes? Est-ce qu'il est portable par une machine? Du coup ça fait partie des critères d'essayer d'être le moins nuisible aux humains en travaillant. Oui, donc vous dites que vous avez cette prise de conscience déjà, sachant que vous venez du milieu du théâtre. Et là, vous constatez que de toute façon, cette prise de conscience, elle est un petit peu générale, c'est-à-dire aussi bien chez le client que Bah, dans les différents dans le milieu de corps de métier. l'événementiel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Ouais. Après, là, il y a une volonté du coup d'essayer de trier, d'essayer de revaloriser en faisant des dons à des structures comme la Réserve des Arts de Oui. matériaux. La Mais réserve des arts à Pantin, hein, c'est ça, où on trouve toutes sortes de matériaux justement qui ont pu être utilisés dans l'événementiel, dans ces défilés, dans ces décors, et que par exemple les élèves d'école d'art peuvent venir peuvent racheter. avoir à bas prix. Ou des petites compagnies peut-être de théâtre qui peuvent aussi, de théâtre ou d'événementiel, qui peuvent venir se fournir là-bas. En tout cas, oui, c'est clairement une nouvelle démarche. C'est Mm, un nouveau mm, mm. critère. Le fait d'être le moins impactant possible. Il y a l'ADEME qui bosse beaucoup là-dessus. L'ADEME, C'est une structure d'État qui s'occupe du coup de toute la question environnementale au niveau global, quoi. Et, euh, et après, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de dire tiens, on va remplacer du plastique par du bois, ok, c'est peut-être génial, mais à des moments, dans l'énergie du coup grise qui est mise en œuvre pour transformer le bois pour avoir le même rendu, on s'aperçoit qu'on a passé 10 fois plus de matière que si on avait utilisé un petit bout de plastique. Mais, exactement. mais Ouais, c'est pas si c'est-à-dire simple. que c'est très 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 complexe de savoir comment bien faire les choses. Il y a les opéras qui commencent à se mutualiser pour faire des éléments de décor répertoire et pour arriver à faire des décors qui travaillent qu'en conteneur, qui transitent qu'en conteneur pour éviter du coup de faire des chargements, déchargements dans les camions et pour éviter déjà beaucoup beaucoup de circulation pour utiliser les zones de stockage portuaires. Donc c'est un nouveau critère important, indispensable, très complexe à appréhender, quoi. Voilà. Et tout ça, ça fait partie un peu de la face cachée, enfin du gros de l'iceberg de ce métier Toute la partie, dans lequel vous êtes investi. tous les parties d'essayer de comprendre les contraintes, oui. Alors peut-être qu'on revient maintenant, j'arrête de vous couper, à votre parcours. Mais en tout cas, tout ça est assez passionnant, je pense. Et on ne se rend pas compte, nos publics, quand on va voir un spectacle, quand on voit un défilé à la télévision
sur internet, on ne se rend pas compte, effectivement de tout ce travail qui est pensé, analysé, calculé, en amont. Moi, quand on m'a proposé de participer du coup à cet entretien, je trouvais ça intéressant de parler en tant que professionnel aujourd'hui. J'ai un métier que j'adore je suis trop content. Je fabrique des grands bidules avec des moyens inimaginables, avec des gens qui ont de l'or dans les mains. Je trouvais ça intéressant dans le fait de parler à des jeunes futurs professionnels, de dire qu'en fait, entre le temps de la formation et le temps de la vie professionnelle, en fait, il y a plein d'étapes, il y a plein de moments où en fait, il y a plein de flottements. Moi, je fais un métier aujourd'hui que je connaissais pas du tout, que j'aurais jamais imaginé faire au moment quand on a 15, 16, 17, 18 ans et qu'on nous demande quoi faire. Euh, J'aurais jamais imaginé. Je crois que je voulais être tailleur de pierre quand j'avais 6 ans, donc je crois que j'ai loupé ma vie professionnelle de ce point de vue-là, mais en fait, ça va quoi. Et du coup, pour raconter un peu formation, donc moi j'ai fait un bac dans un domaine où j'étais à l'aise, c'est-à-dire que c'était trop de pression, donc STI électrotechnique, il y a des amis qui avaient fait ça, c'était très bien, donc je suis allé par facilité. BTS aussi, c'était pas loin de chez moi, c'était bien, il y a des copains qui y allaient, et de la mécanique, de l'électricité, des trucs, c'est des choses dans lesquelles j'étais fluide, donc je suis allé aussi par facilité sans même me questionner sur, euh, sur qu'est-ce que ça va devenir ou pouvoir devenir, quoi. Et je me rappelle précisément, moi, à la fin de ce tunnel là qui fait brevet, bac, BTS, de dire tiens, que faire, quoi, que faire. Et du coup, voilà, sur le slide, là, moi, je trouve ça assez rigolo parce on pourrait raconter une carrière de manière assez logique et un empilement de stades d'études. Et en fait, moi, je m'aperçois que, en fait, c'est un bazar, quoi. Pour moi, trouver un métier, trouver une évolution de carrière, ça a été un bazar et ça a été des rencontres. Et c'était un endroit où j'avais acquis des compétences en BTS qu'en fait, j'ai perdu parce que j'avais oublié que je savais le faire. Par exemple, moi, pour payer mes études, à partir de 18 ans, j'ai commencé à faire de l'intérim pendant les vacances, qui a fait qu'un jour, par un hasard de rencontre, je me suis retrouvé à faire du service. Pendant ce temps, je passais un BTS de mécanique et d'automatisme industriel, mais qui ne me servait pas du tout, dans un milieu industriel qui ne me plaisait pas du tout, dans lequel j'avais pas trop d'appétence, à part le fait de voir des bidules qui bougent et de la matière et des choses que je trouve intéressantes. Donc après, je me suis dirigé vers une formation qui était un peu plus artistique, en faisant une fac de cinéma. Et c'est comme ça, en rencontrant des gens, qu'on s'est retrouvé à dire, ben tiens, on aimerait bien créer un lieu de diffusion, un lieu où on arrive, du coup, on avait une association de mutualisation de moyens techniques pour produire des courts-métrages à la fac. Et on s'est dit, ben, tiens, on va essayer de créer des petits bureaux pour pouvoir arrêter de travailler chez nous pour cette association. Et on s'est retrouvé à dire, ben, tiens, pour payer ces locaux d'association, on va ouvrir un petit café-concert. En fait, on s'est retrouvé par le hasard des lieux à ouvrir un café-concert de 120 mètres carrés à côté des facs à Lyon. C'est par ce biais-là que moi j'ai découvert qu'en fait on pouvait mettre une scène et dans ces scènes-là il y avait des métiers. C'est comme ça que moi j'ai découvert qu'en fait je savais faire de l'électricité parce que j'avais appris ça en BTS mais j'avais oublié. Qu'un client m'a dit ah tu sais en festival il y a des gens qui font de l'électricité. Ah ouais ça a l'air rigolo, allons-y quoi. Et c'est comme ça qu'on découvre qu'on a des compétences en cours qu'on peut rendre dans l'applicatif. C'est comme ça qu'après moi j'ai découvert la lumière scénique en disant waouh mais c'est rigolo, quoi. C'est les lumières qui bougent, c'est chaud et ça fait applaudir les gens et ça fait vivre vraiment un plateau et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, je me suis dit, ben tiens, en plus de faire la lumière qui bouge, si on construisait des objets sur scène, j'ai découvert que c'était le nom d'un métier qui s'appelait scénographe, mais je savais pas trop. Donc j'ai toujours fabriqué des choses depuis tout petit, donc là, fabriquer des gros objets scéniques avec de la lumière et c'est franchement cool. J'étais intermittent du spectacle à l'époque. Et Pôle emploi m'a envoyé un mail en disant avec votre BTS et votre parcours, vous pouvez faire l'école des mines, une école d'ingénieur en alternance. Donc j'ai tenté le concours et c'est comme ça que j'ai trouvé du coup l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui parce qu'il fallait que je trouve une alternance. Et un ami m'a dit ah mais moi j'ai été manutentionnaire Chez Devino. chez Devino. Vas-y. Et du coup j'ai découvert, j'ai rencontré François Devino qui m'a fait visiter l'atelier et, euh, et ça a été super content quoi de dire vraiment.
La super rencontre. Ah ouais, non, mais c'est un bon endroit, quoi. Vraiment, on fabrique Mais on voit, vous avez la mine réjouie, vous êtes heureux quand vous partez de votre travail et ça fait super plaisir. Et ce qui a été un petit peu le cas aussi hein, de tous nos invités aujourd'hui. Et bon, c'est peut-être pas le moment de conclure, je sais pas, vous avez peut-être encore pas mal de choses à nous dire. Oui, bah, on avait démarré un petit peu en retard. Hein, bon, voilà. Et on a encore 3-4 minutes, hein, je pense, par rapport pour que Nicolas ait son temps de parole. Mais effectivement, c'est un dénominateur commun par des biais un peu différents, mais de tous les invités depuis ce matin. Je crois que chacun a, a- a quand même choisi n'a pas fait un parcours stratégique, mais plutôt un parcours empirique, c'est-à-dire a expérimenté et a eu de la chance ou des hasards et des rencontres qui ont fait que chacun est arrivé là à un métier qui est encore en évolution et qui lui plaît. Et je crois que c'est le dénominateur commun, c'est que vous êtes tous très heureux, vous avez l'air épanoui dans votre job, quoi. Ben ouais, moi j'ai de la chance, j'ai trouvé un métier qui me va bien. J'ai souvent changé de métier tous les 3 ans, mais par le hasard des choses et la lassitude qui arrive vite quand on n'est pas ou l'envie d'évoluer. Mais moi je pense que le récit de dire choisir un métier à 15 ans ou à 18 ans, c'est tellement une vue de l'esprit. Parce que le métier va être à des moments quelque chose dans lequel on va complètement s'accomplir. Puis à des moments, un métier, ça va être juste quelque chose qu'on veut qui nous prenne le moins de temps, parce qu'on a envie de se consacrer à autre chose, à notre famille ou à le fait de travailler beaucoup moins, quoi. Et vous, justement, parce que l'événementiel, c'est quand même des métiers très chronophages. Donc, et quand on aime son métier, souvent, on y passe beaucoup de temps, hein, un peu trop. Comment vous arrivez à jongler avec, justement, votre famille Alors si on laisse les enfants après l'école à 18 h, en général, c'est la police qui vient les récupérer, donc on essaie de s'organiser un peu avant pour aller chercher. Non, moi j'ai 3 enfants, ma compagne aussi est intermittente du spectacle, on s'organise. En fait, mais il y a beaucoup d'amis à moi aussi en devenant parents, en fait on s'organise. C'est-à-dire qu'à un moment où une tâche peut nous prendre un infini de temps, ben, on va faire la même tâche dans le temps qui est donné, et du coup ça fait partie d'un des critères, et puis c'est la vie. Puis on apprend à livrer les projets, même si on reçoit un coup de téléphone parce qu'il y a grève, ou parce qu'il y a des absences, ou parce qu'il y Oui, il a faut savoir des gérer les impondérables blessures, dans ce métier. ou des maladies. Donc voilà, les projets sortent. Et après, moi, c'est le truc qui est bien quand on travaille pour une entreprise et pas qu'on travaille en tant que freelance. C'est qu'en fait, on n'est pas, on est en charge du projet, mais c'est un projet aussi qui impacte l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Et si à un moment on n'y arrive pas, moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est consciente de ça, de dire on peut lever la main en disant j'y arrive pas. Mm. Et c'est sain même de savoir dire tiens, où s'arrête ma compétence, Mm. et le fait d'être lucide en disant non, mais là, j'y arrive pas, j'ai besoin soit de redéfinir le projet, soit qu'il y ait des personnes qui viennent m'aider. Bah, surtout étant donné la responsabilité que vous avez sur ces constructions Et, de scène ou de décor. Vous ça- avez d'autres slides à nous montrer ou... non, 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 c'était juste non. Mais voilà, mais savoir déterminer où, à partir de quel moment on sait pas faire, où on sait plus faire, où on va mal faire. Je pense que c'est une méta-compétence de partout, même dans la vie personnelle, de dire non, mais j'y arrive pas. C'est sain de savoir dire en fait, je sais pas, quoi. C'est une bonne éthique, oui, de vie, de travail, de dire je ne sais pas, Ah plutôt oui, qu'essayer de masquer. bah oui, je sais pas. Et c'est ce qui permet d'apprendre. Ah ouais, Alors on conclura là-dessus. allez. Allez. Quelqu'un a envie de poser d'autres questions? Non? On fait une petite pause avant de recevoir nos 3 autres invités. Merci.